to do, and I know it when America. Dans le monde de la vitesse, où chaque virage peut tracer la frontière entre la gloire et la tragédie, le nom de Luis Salom résonnait autrefois comme celui d'un espoir espagnol plein de fougue, de courage et de passion. Né à Palma de Majorque, il a grandi bercé par le rugissement des moteurs et l'odeur de l'essence, rêvant depuis l'enfance de brandir le drapeau rouge et hors de son pays sur un podium de Grand Prix. Pour lui, la course n'était pas un simple sport, c'était une destinée. Tous ceux qui l'ont vu piloter disaient la même chose. Il ne fait pas que conduire, il vit avec sa moto. Dès son arrivée dans le monde du MotoGP, là où s'affrontent les pilotes les plus rapides de la planète, Luis Salom s'est imposé comme un talent brut. En catégorie Moto 3, il a remporté plusieurs victoires spectaculaires, livrant des duels inoubliables contre Maverick Viñales et Alex Rins, devenant rapidement l'un des jeunes prodiges les plus prometteurs. En 2013, il a manqué le titre de champion du monde de peu, mais loin d'abandonner, il s'en est servi comme moteur pour progresser. Il est monté en Moto 2, une catégorie plus exigeante, plus rapide, plus impitoyable. Avec l'équipe SAG, il a continué à démontrer son esprit combatif, affrontant chaque virage avec une intensité rare, un cœur brûlant et une volonté de fer. Mais personne n'aurait pu imaginer que le Grand Prix de Catalogne en 2006, sur son sol natal, devant ses supporters les plus fidèles, deviendrait le dernier chapitre de sa vie. Cette saison-là, chaque millième de seconde comptait. Les équipes travaillaient sans relâche pour gagner en performance, et Luis, fidèle à lui-même, restait concentré, attentif, prêt à tout donner. Nul ne savait que, quelques minutes plus tard, le monde entier du MotoGP serait plongé dans le silence. Cet après-midi du 3 juin 2006, le soleil brillait sur le circuit de Barcelone-Catalogne. Le bruit des moteurs remplissait l'air, les cris des spectateurs se mêlaient aux annonces du speaker. Luis Salom participait à la deuxième séance d'essais libres. Il venait d'effectuer un bon tour, mais pas encore assez rapide pour figurer parmi les meilleurs. Déterminé, il choisit de repartir, de tenter d'arracher encore quelques dixièmes. Il savait que le virage numéro 12, appelé Europcar, pouvait faire toute la différence. C'était là qu'il voulait perfectionner sa trajectoire, là qu'il voulait gagner du temps. Sa Calex rouge et grise filait à près de 150 km/h, se couchant dans le virage sous les yeux attentifs du public. Pour eux, c'était juste un tour de plus, comme tant d'autres. Mais parfois, le destin se joue dans une fraction de seconde. Un freinage légèrement retardé, une vibration à peine perceptible de la roue avant, et tout bascule. À cet instant précis, lorsque Luis Salom freina quelques mètres plus tard que d'habitude, l'adhérence de la roue avant se rompit. La moto glissa, se coucha sur le côté droit et fonça droit vers la barrière de sécurité. Le temps sembla s'arrêter. Sur les écrans de chronométrage, le numéro 39 secondes immobilisa soudainement. Les autres pilotes poursuivaient leur tour, mais autour du virage Europcar, un silence lourd s'installa. Les commissaires se mirent à courir. Depuis la direction de course, le drapeau rouge s'afficha, session stoppée. En l'espace de quelques secondes, une séance d'essais banale venait de se transformer en une tragédie dont le monde du sport motocycliste allait se souvenir à jamais. Cet après-midi-là, sur le circuit de Barcelone-Catalogne, tout semblait se dérouler comme une séance d'essais ordinaires. Mais pour ceux qui se trouvaient près du virage numéro 12, ce qu'ils allaient voir resterait gravé à jamais dans leur mémoire. Luis Salom entra dans ce virage à environ 150 km/h, freinant seulement quelques mètres plus tard que d'habitude, comme il l'avait déjà fait des centaines de fois dans sa carrière. Mais à cet endroit précis, la piste n'était pas parfaite. Une légère bosse, presque imperceptible, exerçait une pression supplémentaire sur la roue avant au moment du freinage. Un détail anodin en apparence, mais combiné à un freinage tardif, il allait devenir le déclencheur d'un drame. Les données de télémétrie ont ensuite révélé toute la vérité. Au moment exact du freinage, la pression sur le levier avant augmenta brutalement, la roue avant se bloqua une fraction de seconde et ce fut suffisant pour tout faire basculer. En moins d'une seconde, la Calex de Salom se coucha sur le côté droit et glissa sur l'asphalte. Des gerbes d'étincelles jaillirent sous la moto, le crissement du métal contre la piste résonna comme un cri d'alerte. Salom tenta désespérément de reprendre le contrôle, mais à cette vitesse, il n'y avait plus rien à faire. La moto devint un projectile de plus de 200 kg, lancé sans frein, fonçant droit vers les barrières de sécurité. L'impact fut violent. La moto percuta de plein fouet la barrière gonflable à la sortie du virage 12.
Le choc la fit rebondir vers la piste, tandis que le corps de Salom glissait juste devant elle. Puis, dans un enchaînement tragique, la moto retomba directement sur lui, l'écrasant au niveau du thorax et de l'abdomen. Toute la masse du véhicule, combinée à la vitesse résiduelle, provoqua des blessures internes d'une gravité extrême. Le fracas du choc retentit sur le circuit, puis plus rien, le silence. Les commissaires de piste coururent aussitôt. Le drapeau rouge fut déployé, la séance interrompue. Les autres pilotes ralentirent et tournèrent la tête vers la zone de l'accident, d'où montait encore un nuage de poussière. Personne ne vit Salom se relever. Quand l'équipe médicale arriva, il était allongé, immobile. Son casque était intact, mais son corps montrait des signes évidents de traumatisme sévère. Les médecins commencèrent immédiatement la réanimation sur place, le placèrent sur une civière, lui administrèrent de l'oxygène, stabilisèrent sa colonne vertébrale. Dans les tribunes, le public se tut d'un coup, des milliers de spectateurs figés, le souffle coupé. Dans les stands, les radios grésillaient, mais plus personne ne parlait. Quelques minutes plus tard, l'ambulance arriva. L'accident ayant eu lieu près de la sortie du circuit, les secours décidèrent de ne pas attendre l'hélicoptère et de le transporter directement par la route à l'hôpital général de Catalunya, le moyen le plus rapide. Pendant le trajet, les médecins continuèrent à se battre, massage cardiaque, perfusion, oxygène, mais l'état de Salom était critique. Il souffrait d'hémorragies internes massives et de graves lésions aux organes vitaux. Son cœur battait encore, faiblement, et cette lueur d'espoir suffit à les pousser à continuer. Dans le stand du Team SAG, le silence était pesant. Personne ne disait un mot. Les mécaniciens restaient figés devant les écrans, certains les larmes aux yeux. À la direction de course, la décision tomba. Séance définitivement annulée. Les journalistes effacèrent leurs notes et rédigèrent seulement cette phrase. Grave accident au virage 12, séance interrompue. Lorsque l'ambulance quitta le circuit, le temps sembla suspendu. Sur les tribunes, beaucoup portaient la main à leur cœur, d'autres priaient en silence. Ils ne savaient pas encore que, dans ces mêmes minutes, lui Salom menait son dernier combat, non plus contre un adversaire, mais contre le destin. Il avait survécu à tant de chutes, affronté tant de dangers, mais cette fois, tout était différent. Quelques mètres trop tard, une petite bosse sur la piste, et cela suffit à mettre fin au rêve d'un jeune homme qui vivait pour la vitesse et qui allait mourir à cause d'elle. À 6h55, le vendredi 3 juin 2006, la nouvelle tomba comme un coup près. Lui Salom est décédé à l'hôpital général de Catalunya, après près d'une heure d'opération et de tentatives désespérées pour le sauver. Lorsque l'annonce fut diffusée, un silence glaçant s'abattit sur le circuit de Barcelone-Catalogne. Le rugissement des moteurs, les cris des spectateurs, les voix des commentateurs, tout disparut d'un coup comme si le monde entier avait cessé de respirer. Quelques heures plus tôt, il faisait encore partie de la séance d'essai, cherchant à gagner quelques millièmes de seconde. Maintenant, le numéro 39 Newton était plus qu'un souvenir douloureux. Dans le paddock, l'émotion fut immédiate. Les larmes commencèrent à couler. Ses amis, ses rivaux, tous ceux qui avaient partagé la piste avec lui, restaient figés, incapables de parler. Johan Zarco, Alex Rins, Franco Morbidelli, des noms qui avaient croisé le sien tant de fois, ne pouvaient y croire. Certains se couvrirent le visage, d'autres prièrent en silence. Dans le box du Team SAG, les mécaniciens et ingénieurs se tinrent la main, formant un cercle. Personne n'arrivait à accepter que leur pilote, se battant, cet homme toujours souriant, ait disparu aussi brutalement. Quand la nouvelle se répandit, c'est tout le monde du sport motocycliste qui fut bouleversé. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages apparurent en quelques heures. RIP lui Salom, Ride in Peace Dièse 39, parti trop tôt. Les équipes de MotoGP, Moto2 et Moto3 mirent leurs drapeaux en berne. Toutes les activités prévues furent annulées. Le circuit, d'ordinaire animé par le vacarme des moteurs, resta figé, silencieux. Le vent seul soufflait sur la barrière d'air du virage 12, là où tout s'était joué. Dans la soirée, le président de Dorna, Carmelo Ezpeleta, prit la parole face aux caméras. Son visage trahissait la fatigue et la douleur. Nous avons perdu un pilote exceptionnel, mais aussi une personne extraordinaire. Toute la famille du MotoGP adresse ses condoléances les plus sincères à la famille et à l'équipe de Luis. Ces mots furent repris dans tous les journaux télévisés d'Europe, et beaucoup n'eurent pas la force de retenir leurs larmes. Pendant ce temps, à Majorque, la stupeur dominait.
Sa mère, qui l'avait accompagné sur presque tous les circuits, reçut l'appel en pleurant. Elle prit le premier vol pour Barcelone, tandis que son père, mécanicien de métier, s'effondra en apprenant la nouvelle. La famille refusa toute interview. « Nous voulons seulement faire notre deuil dans le silence », déclara un proche. À Palma, des amis et des fans se rassemblèrent sur la place principale. Ils allumèrent des bougies, brandirent des photos de lui, de ce jeune homme qui avait donné tant de fierté à son île natale. Le lendemain, les équipes revinrent sur le circuit, mais rien n'était plus pareil. Les membres du team SAG portaient un brassard noir, leur moto resta dans le box. Plusieurs pilotes décidèrent de ne pas participer aux essais matinaux. Une minute de silence fut organisée avant le début des activités. Tous, des légendes comme Valentino Rossi et Marc Marquez jusqu'aux jeunes espoirs de la Moto3, se tenaient côte à côte, la tête baissée, pendant que la cloche retentissait dans un silence solennel. La mort de Luis Salom bouleversa profondément le monde du MotoGP. Elle semblait irréelle, incompréhensible. L'année précédente encore, il souriait sur les podiums, signait des autographes, parlait de ses ambitions avec confiance. Et puis, une bosse minuscule sur la piste, quelques mètres de freinage en trop, et tout s'est effondré. Cet accident n'a pas seulement coûté la vie à un jeune pilote talentueux, il a laissé une cicatrice dans le cœur de tous ceux qui aiment la vitesse. Dans les forums, de l'Espagne à l'Italie, de l'Allemagne à la France, on évoquait son nom avec respect, comme un symbole de passion et de courage. Luis Salom s'est éteint à seulement 24 ans, un âge où la plupart des pilotes commencent à peine à atteindre leur maturité. Mais il avait vécu pleinement dans le monde qu'il aimait le plus. Pour ceux qui suivent le MotoGP, sa disparition reste un rappel tragique. Derrière la gloire, derrière le bruit des moteurs et les drapeaux à damier, il existe toujours cette frontière fragile entre la vie et la mort. Une frontière que Luis Salom a franchie, avec toute sa passion, tout son cœur, en véritable pilote, né pour vivre avec la vitesse et pour y trouver son destin. Après le terrible accident du virage 12, une question obséda toute la communauté du MotoGP. Qu'est-ce qui a réellement provoqué la mort de Luis Salom? Était-ce une simple erreur de pilotage ou le résultat d'un défaut structurel, d'une faille dans la sécurité du circuit lui-même? Lorsque l'enquête officielle de la FIM et de Dorna commença, des milliers de données techniques furent passées au crible: vitesse, pression de freinage, trajectoire, inclinaison et même les moindres irrégularités de la surface de la piste. Les conclusions, lorsqu'elles furent rendues publiques, firent froid dans le dos. Le premier rapport révéla que Salom n'avait commis aucune faute majeure. Il avait simplement freiné 9 mètres plus tard que d'habitude, une différence minime à ce niveau de compétition. Mais parce qu'il roulait légèrement plus lentement que lors de son tour précédent, il tenta de compenser en freinant plus tard. À cet instant précis, sa roue avant passa sur une petite bosse dans l'asphalte, presque invisible à l'œil nu. Sous l'effet d'un freinage brutal, cette bosse fit perdre momentanément l'adhérence au pneu avant, le bloquant une fraction de seconde. En un éclair, la moto se déséquilibra. Une simple variation de trajectoire, et la tragédie devint inévitable. Mais la cause réelle du décès ne fut pas la chute initiale, elle vint du rebond mortel qui suivit. Après avoir glissé et percuté la barrière gonflable, la moto fut projetée en arrière par la force de l'impact. Le corps de Salom, déjà éjecté de la selle, se trouvait directement sur la trajectoire du retour de la machine. En quelques millièmes de seconde, la moto de plus de 200 kg retomba sur lui avec toute sa vitesse résiduelle. Le rapport médical indiqua qu'il subit de graves lésions thoraciques et abdominales, rupture du foie, déchirure de l'aorte, multiples fractures des côtes, provoquant une hémorragie interne massive. Son casque, intact, prouva que ce n'était pas un choc à la tête qui l'avait tué, mais bien le poids de sa propre moto qui l'avait écrasé. Le drame fut aggravé par un autre facteur. La zone de dégagement du virage 12 était trop étroite, conçue principalement pour la Formule 1, pas pour les motos. Pour les voitures, l'espace était suffisant, mais les motos, lorsqu'elles chutent, glissent sur une trajectoire différente, souvent plus directe vers les barrières. Le manque de distance empêcha la dissipation de l'énergie cinétique et la barrière d'air, prévue pour des chocs latéraux, ne put absorber un impact frontal aussi violent. Un ancien pilote déclara plus tard: « S'il y avait eu quelques mètres de plus ou une barrière supplémentaire, lui serait encore vivant. » Rao. Les analyses télémétriques confirmèrent ensuite qu'il n'y avait aucune défaillance mécanique sur la Calex. Les freins, la suspension, les pneus, tout fonctionnait normalement.
Ce furent donc les caractéristiques de la piste et les limites du dispositif de sécurité qui transformèrent un accident ordinaire en tragédie. Depuis sa refonte en 2007, le circuit de Catalunya avait été avant tout calibré pour la fun. La dernière chicane, pensée pour ralentir les voitures, obligeait les motos à freiner plus fort et à supporter des forces G accrues dans le virage 12. La vitesse augmentait, mais la sécurité restait la même, une équation fatale. À la suite du drame, la direction du MotoGP prit une décision immédiate, modifier le tracé. Dès le lendemain, toutes les séances restantes du Grand Prix de Catalogne 2006 utilisèrent la configuration Fun, intégrant une chicane avant la zone de l'accident pour réduire la vitesse. Mais ce changement ne fit pas taire les critiques. Valentino Rossi déclara « Nous corrigeons les conséquences, pas la cause ». Et Marc Marquez ajouta « Lui est une victime des limites de la sécurité moderne. Nous avons oublié qu'un circuit n'est pas seulement fait pour les machines, mais pour les hommes. » Sim. La disparition de Luis Salom marqua un tournant dans la réflexion sur la sécurité en MotoGP. Non seulement à Barcelone, mais aussi sur d'autres circuits partagés avec la Formule 1, les ingénieurs et les responsables commencèrent à réévaluer la conception des zones de dégagement, des barrières d'air et des revêtements. Le drame révéla que la mort de Luis n'était pas une fatalité, mais le résultat d'une chaîne d'imperfections techniques et humaines. Luis Salom perdit la vie à cause d'une succession de détails minuscules, un freinage un peu trop tardif, une petite bosse, une zone de dégagement trop courte. Mais cette suite d'événements mit en lumière les failles du concept même de sécurité moderne dont le MotoGP se targuait. Depuis ce jour, chaque pilote qui entre dans le virage 12 de Catalunya le fait avec un instant de silence dans le cœur, non pas par peur, mais par respect. Respect pour un frère tombé, et comme un rappel que, dans le monde de la vitesse, il suffit parfois d'un détail pour décider entre la vie et la mort. La mort de Luis Salom ne laissa pas seulement un vide sur la grille du Moto2, elle força tout le monde du sport motocycliste à repenser la notion même de sécurité. Immédiatement après l'accident, plusieurs réunions d'urgence furent organisées entre Dorna, la FIM et la commission de sécurité du MotoGP. Chaque détail fut réexaminé, la position des barrières gonflables, la conception des zones de dégagement, l'inclinaison des virages, la texture de l'asphalte. Pour la première fois depuis longtemps, les dirigeants durent admettre une vérité dérangeante. Même à l'ère de la technologie moderne, la mort rôde toujours à chaque virage. Dans les semaines qui suivirent, les grands pilotes prirent la parole. Valentino Rossi, Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa. Rossi, marqué par la perte de plusieurs amis sur les circuits, déclara d'une voix grave. En Formule 1, il y a le halo et le hands, mais sur une moto, notre corps reste le seul bouclier. Plus nous allons vite, plus le danger s'approche. Marquez ajouta, lui n'est pas mort pour rien. Il nous rappelle que la sécurité n'est jamais acquise. Les organisateurs lancèrent alors une vaste révision de toutes les pistes du calendrier MotoGP. Non seulement celle de Catalogne, mais plus de 10 autres circuits furent inspectés. Beaucoup durent agrandir leur zone de dégagement, renforcer les barrières gonflables, supprimer les bosses dangereuses. Certains grands prix furent retardés ou durent modifier leur tracé avant d'obtenir l'homologation de la FIM et de la FIA. À Barcelone, à partir de 2017, la courbe 12 fut redessinée. Virage élargi, barrière reculée, double protection ajoutée. Les pilotes qui y retournèrent plus tard décrivirent la même sensation, un silence intérieur, un frisson au moment de franchir l'endroit du drame. L'accident de Salom eut aussi un impact majeur sur la protection individuelle. Les marques Alpinestar et Denze développèrent de nouvelles versions de leurs combinaisons à airbag, capables de réagir encore plus rapidement et de mieux protéger la poitrine et l'abdomen. Une partie de cette technologie s'inspira directement des données du crash de Salom. Depuis, les équipes Moto2 et Moto3 doivent effectuer un contrôle strict des équipements avant chaque séance. Comme le dira plus tard un ingénieur, Luis a sauvé des vies à travers sa propre tragédie. Mais le changement le plus profond fut sans doute psychologique. Avant Salom, de nombreux jeunes pilotes abordaient les courses avec un sentiment d'invincibilité, prêts à tout risquer pour un dixième de seconde. Après le 3 juin 2006, cette mentalité changea. Dans le paddock, on sentit davantage de respect, de prudence, d'humanité. Et une phrase commença à circuler entre les pilotes, une phrase qu'on n'entendait presque jamais auparavant, « Bonne chance et reviens vivant ». C'est faux. Après les funérailles,
Célébrée à Palma de Majorque, la famille de Luis créa la fondation Luis Salom, destinée à aider les jeunes pilotes espagnols défavorisés et à soutenir la recherche sur la sécurité en course. Lors de la cérémonie commémorative à Barcelone, sa mère prononça ces mots bouleversants. « Si la mort de mon fils peut sauver ne serait-ce qu'une seule vie, alors Luis sourira depuis le ciel. » Ces mots firent pleurer toute l'assistance. Depuis ce jour, à chaque Grand Prix de Catalogne, les pilotes s'arrêtent un instant devant le virage 12. Là, une petite plaque rend hommage à l'homme et au pilote, Luis Salom, 39, Ride in Peace. Sous le soleil espagnol, cette plaque brille comme une flamme éternelle, simple mais impérissable. Luis Salom s'est éteint à 24 ans, mais son héritage dépasse les statistiques, les podiums et les trophées. Il est devenu un symbole de courage, de passion et de cette frontière fragile entre le rêve et la fatalité. Grâce à lui, des centaines de pilotes ont survécu à des chutes qui autrefois auraient pu leur être fatales. Grâce à lui, la notion de sécurité en MotoGP a été redéfinie, non seulement par la technologie et les barrières, mais par le cœur et l'humanité. Près de 10 ans ont passé depuis ce jour tragique du 3 juin 2006, mais le nom Luis Salom reste gravé dans la mémoire du monde du MotoGP. À chaque Grand Prix, surtout à Barcelone-Catalogne, là où tout s'est arrêté, on peut encore voir son empreinte, le numéro 39, sur les casques, les carénages ou les motos, ou simplement affiché lors des minutes de silence qui ouvrent la saison. Même s'il n'est plus là, Salom demeure présent sur les circuits, non pas comme une ombre de tristesse, mais comme une flamme silencieuse qui brûle encore dans le cœur de ceux qui vivent pour la vitesse. Aujourd'hui, quand on évoque son nom, on ne pense plus seulement à la tragédie, mais à un esprit indomptable. Ses camarades le décrivaient comme « le petit pilote au grand cœur ». Il n'avait ni sponsor puissant, ni une grande équipe derrière lui, mais il possédait quelque chose d'inestimable, une foi absolue en son rêve. Durant sa courte mais intense carrière, il prouva que la passion véritable n'a pas besoin de discours, elle se prouve par le courage de tout donner. Sa mort fut un tournant qui entraîna de nombreuses réformes dans le monde du MotoGP. Des combinaisons à airbag aux capteurs d'impact, des casques renforcés aux nouvelles normes de sécurité pour les barrières et les zones de dégagement, tout porte la marque de ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet Salom. Pour beaucoup, il est devenu le héros silencieux de l'ère moderne, celui qui a disparu, mais dont le sacrifice a sauvé tant d'autres. Chaque année, au début de la saison MotoGP, une cérémonie spéciale rend hommage aux pilotes tombés pour leur passion. Marco Simoncelli, Shoya Tomizawa, Daijiro Kato et Luis Salom. Sur les écrans géants apparaît son visage souriant, le poing levé, franchissant la ligne d'arrivée. Les larmes coulent encore, mais ce ne sont plus des larmes de peur, ce sont des larmes de gratitude. Grâce à des hommes comme lui, le monde de la vitesse est devenu plus sûr, plus conscient, plus humain. Dans sa ville natale, Palma de Majorque, une petite rue porte désormais son nom, Avenida Luis Salom. Sur le mur du circuit où il s'était entraîné enfant, on a peint une grande fresque, pas celle d'une chute, mais celle d'un jeune homme souriant, lancé à pleine allure sous le soleil. En dessous, une phrase, devenue son testament spirituel, « La velocidad no mata, la falta de respeto por ella sí ». La vitesse ne tue pas, c'est le manque de respect envers elle qui le fait. Cette phrase est devenue un véritable credo pour toute une génération de jeunes pilotes espagnols. Ils ne voient plus la vitesse comme une provocation, mais comme une force à comprendre, à respecter. Car derrière chaque victoire, derrière chaque virage parfait, il y a toujours le souvenir et le sacrifice de ceux qui sont tombés avant eux. Luis Salom, le garçon de Majorque, qui a vécu peu mais intensément, n'est plus seulement un nom dans la liste des disparus du MotoGP. Il est un symbole de courage, de passion et d'humanité. Il nous rappelle qu'au royaume de la vitesse, la gloire et les trophées s'effacent, mais l'amour du circuit et le respect de la vie demeurent pour l'éternité. Et peut être, quelque part là-haut, sur une piste infinie qui traverse le ciel, Luis Salom court encore. Il sourit, il accélère, il vit. Car pour lui, courir n'a jamais signifié défier la mort, mais apprendre à vivre pleinement.